Je sollicite votre tolérance pour les défauts de diction et autres en raison de mes problèmes de dyslexie. Le principe d'indépendance devient une porte ouverte au dérapage des règles d'équité et de justice. Je sollicite aussi l'appui du public pour m'aider à briser le silence. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Monsieur Couillard, je vous demande de mettre fin à l'impasse qui me prive de mes droits depuis 13 ans. Au début, les services de santé n'arrivaient pas à cerner mes problèmes. J'ai entrepris des recherches, suivi les conseils de la littérature. J'ai découvert des éléments suggestifs de lien avec mes antécédents professionnels. Mon médecin a été convaincu du lien avec mes antécédents. Il m'a référé à la clinique en santé environnementale de McGill pour la suite. Ce qui m'apparaissait une lueur d'espoir s'est transformé en un véritable enfer. Je vous fais le résumé et voyez mon site internet pour les détails. Ma condition s'aggrave avec découverte suggestive d'arthrite septique, inflammation pulmonaire. Parallèlement, j'obtiens des précisions. Il s'agit de substances extrêmement toxiques justifiant des investigations appropriées. Le dossier confirme que les anomalies hépatiques, perte de capacité et revenus débutent suivant les expositions. Malgré sa découverte majeure, le docteur Thériault m'abandonne avec une condition pulmonaire non stabilisée. L'impasse m'oblige d'avoir recours aux autorités, espérant obtenir des investigations. Mes requêtes sont rejetées. La CLP exige un diagnostic pour avoir droit à l'évaluation. L'impasse est insurmontable. La CLP prétend que j'ai eu la chance de faire valoir mes droits. 2h30 pour un dossier de 1250 pages. Le problème n'est pas nouveau. Le protecteur du citoyen a fait part dans son rapport en 2001-2002. Mais en 2007, la CLP est saisie de 14 cas de succession, tous initialement refusés par la CSST. Comment expliquer autant de décès? Les prochains extraits prouvent que les décès peuvent être directement liés au caractère inacceptable des autorités, soit par refus d'accès aux soins, soit par les délais, et aucune révision ou enquête n'a pu être obtenue en 10 ans. En 2003, ma condition était précaire et je demandais aux autorités de corriger l'impasse pour les soins. La CLP affirme qu'il me fallait un diagnostic, avant même d'avoir obtenu les investigations. 15 mois de procédure. En 2005, je demandais révision sans succès. 14 mois de procédure. Le Conseil de la justice administrative répond qu'il fait enquête seulement si la confiance du public peut être affectée, ou sur ordonnance du ministre. Le CHUM qualifie ma plainte de frivole et vexatoire, alors que McGill reconnaît que les points que je soulève sont importants. En 2006, la Commission des droits de la personne affirme qu'ils n'ont pas de juridiction, et en 2008, elle refuse de prendre position. En 2010, j'avise le Conseil des ministres d'un problème majeur pour l'accès aux soins et à la justice, et je demande intervention ou enquête. Je souligne que le ministre a le pouvoir d'ordonner enquête. Le principe d'indépendance ne doit pas conduire à l'immunité pour permettre la maltraitance. Le ministre de la Justice me répond d'avoir recours à un avocat et il me précise qu'aucun suivi ne sera fait à toute correspondance ultérieure. Tous les députés ont été avisés de mes démarches. Ils pouvaient en prendre connaissance sur mon site Internet. Environ 15 députés accusent réception du courriel, sans prendre position ou faire de suivi. Considérant les découvertes incompatibles avec la garantie d'indépendance du judiciaire, il y avait lieu de faire vérification ou enquête. Bastarache confirme que le processus de nomination des juges laisse place à l'exercice d'influence. Et la commission Charbonneau révèle que d'anciens membres du CA de la CSST ont des liens avec des gens du crime organisé. Même le juge Daniel Turcotte de la Cour supérieure a fait preuve d'un formalisme illégal, indu et injuste. Elle a mis ma requête en échec, prétendant l'obligation de preuve par expertise médicale, preuve impossible à faire dans mon cas. J'étais réduit au silence par une application rigide et inappropriée des règles de justice et de droit. Mais comment pouvais-je en faire la preuve? C'était presque impossible. C'est l'évolution, la répétition de mauvais traitements et les résultats d'imagerie comparée qui ont fini par confirmer un problème vasculaire récurrent.
La révision du dossier démontrait que les problèmes avaient débuté en 2001-2002 avec phlébite, des signes d'arthrite septique et mauvais traitement. Mais le problème va plus loin. La révision du dossier révèle des informations pulmonaires faussées par des doyens en santé du travail. Cela pourrait être attribuable à l'erreur, mais ils ont refusé d'en faire la correction, ce qui a conduit à l'impasse par un dossier médical incompréhensible. Comme par hasard, le Dr Thériault est un médecin membre des tribunaux, et la révision de ses connaissances révèle qu'il ne pouvait avoir fait ce type d'erreur ou ignorer la gravité des expositions à la dioxine. Il est professeur en santé du travail et il a travaillé sur les projets de loi qui obligent les médecins à déclarer des cas d'exposition à la dioxine, ce qui leur permet d'avoir accès aux soins et d'obtenir une évaluation objective. En l'absence de mes recherches, j'aurais été conduit au décès par mauvais traitement et action dilatoire, et il aurait été impossible de faire la preuve de négligence. L'exigence de preuve impossible à faire est doublement confirmée par la loi sur les maladies d'origine chimique à déclaration obligatoire et par la présence d'informations faussées par un médecin membre des tribunaux. Mais comment en faire la preuve? Même les médecins affirmaient qu'il était impossible d'établir une preuve médicale tant pour les expositions chimiques que pour les fautes des médecins qui m'avaient abandonné sans me stabiliser en 2003. Il m'a fallu produire cette étude rétrospective de 300 pages pour obtenir la correction du diagnostic qui compromettait ma santé par mauvais traitement et faire la preuve que dès 2003, il y avait recommandation d'investigation appropriée, mais qu'elle n'avait jamais été obtenue en raison des éléments masqués ou faussés. Selon la loi et l'ensemble des faits, il avait l'obligation de faire déclaration à la DSP et à la CSST. En 2012, le médecin a suivi les règles, soulignant à la CSST qu'il me fallait être évalué. La CSST affirmait que ce n'était pas une maladie. Il fallait un diagnostic. J'ai déposé une nouvelle requête dès que j'ai eu des précisions du médecin. La preuve a été complétée par les autorités elles-mêmes. Elles ont rejeté, ignoré ou refusé de faire suite à mes nouvelles requêtes sans respecter les règles de justice. Même une preuve indéniable et indiscutable est rejetée sans faire la moindre évaluation objective, ni présenter de preuves médicales contraires. On peut voir une détermination à ne rien reconnaître de mes droits, allant jusqu'à me maintenir dans une impasse pour les soins pendant des années. Combien de victimes peuvent avoir été conduites au décès par cette façon de faire? En 2009, le ministre du Travail exigeait un élément nouveau pour justifier une nouvelle analyse. Depuis qu'il est présent, mon dossier est ignoré. Considérant la preuve indéniable d'un problème d'équité et de justice qui perdure depuis des années, considérant l'ensemble des faits confirmant sa nature qui va jusqu'à compromettre la survie des personnes vulnérables, le principe d'indépendance ne permet pas au premier ministre de se soustraire de sa responsabilité, d'ordonner un règlement d'urgence de mon dossier particulier et de faire le nécessaire pour corriger le problème. Un gros merci à ceux qui partagent cette vidéo. Votre appui peut faire toute la différence.